Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une artiste dont vous allez peut-être reconnaître la voix. Oui, la voix, c'est son truc. Mon invité du jour a prêté sa voix à Elsa dans La Reine des Neiges, numéro 2. Elia, ce podcast est pour toi, ma fille. Un film aux 4,5 millions d'entrées en France. 4,5 millions de personnes ont entendu sa voix. Et sûrement plus encore, tant la liste des projets pour lesquels elle a prêté sa voix est longue, rigoureuse, passionnée de lecture et bienveillante. Charlotte Hervieux a fait ses débuts dans des comédies musicales. Elle qui pourtant voulait vivre les pas de sa maman et devenir professeure d'école. Depuis, elle vit un rêve éveillé et prouve que même en étant timide, on peut accomplir des grandes choses. Charlotte Hervieux, bonjour. Bonjour. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en ces débuts d'année 2024 ? C'est la plus belle introduction que j'ai jamais entendue sur moi et c'est tellement ça. C'est tellement vrai. C'est toi. Ouais. 4,5 millions. C'est énorme. Ça, pour le coup, les chiffres comme ça, je réalise pas et c'est peut-être pas plus mal. Je reste dans une autre dimension, dans un autre monde où justement je réalise pas l'impact qu'a eu ce film. Je réalise l'impact qu'il a eu sur ma vie, sur mon quotidien, mais pas l'impact qu'il a eu auprès des gens. Auprès des enfants, auprès des familles, auprès des adultes. Justement, en cette année 2024, qu'en est-il pour toi ? Ose devenir celui dont tu rêves. T'y y es ou pas encore ? Je pense que c'est un cheminement constant. Parce que j'ai longtemps dit que je savais pas trop ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais pas. Et petit à petit, step by step, en avançant, j'ai réussi à tracer un chemin qui me ressemble profondément avec les loupés, avec les rebonds et surtout avec des choses qui me font vibrer et essayer d'éviter les pièges, d'apprendre à gérer ma sensibilité et d'en faire une force petit à petit. Alors que c'était loin d'être gagné. On va parler d'enfance. J'aime bien découvrir l'enfance des artistes. Tu es née en 1990 et tu as grandi en banlieue parisienne. Alors, quel genre d'enfance tu as eu ? Tes parents, ils faisaient quoi ? Ils étaient dans le milieu artistique ? Non, professeur d'école, ta maman, oui, c'est ça ? Mon père, éducateur sportif, donc vraiment dans le milieu éducatif. Pas du tout d'artiste, le milieu du show business. Je regardais quasiment pas la télé. C'était vraiment pas... Non, Ils écoutaient de la musique ? Ils écoutaient de la musique, puisque mon grand-père travaillait à la radio, à FIP. Donc, il y avait cette culture-là. On écoutait beaucoup de musique. Mais par contre, tout ce qui est de l'entertainment, pour moi, c'était... moi, je passais mon temps soit dans le jardin à grimper dans les arbres, soit dans ma chambre à inventer des histoires, soit à lire. Mais c'est bien, justement. Voilà. C'est magnifique. Oui. Des frères et sœurs ? Un petit frère, oui. D'accord, ok. Et alors, tu rêvais de quoi quand tu étais petite ? Je rêvais de quoi quand j'étais petite ? Je crois que je rêvais de liberté, mais au sens large du terme, c'est-à-dire J'ai toujours eu cette curiosité, donc je voulais me nourrir de plein de choses, aller partout là où je le pouvais, quitte à pousser un petit peu pour voir jusqu'où je pouvais aller. Ça, je pense que c'est le côté aussi grimper dans les arbres, où j'avais ce truc de toujours plus haut. Est-ce que je peux atteindre la branche au-dessus ? Donc il y a un truc, très curiosité de découverte autour de soi et de découverte en soi, qui a été aussi un long cheminement et qui est encore, qui sera le travail d'une vie. Et tu rêvais de quoi, enfant ? Est-ce que tu t'imaginais artiste ? Pas du tout. C'est ça qui a été très dingue dans ma vie, c'est que, alors bien sûr, quand on est petit, sous la douche, à 6-7 ans, on chante La Petite Sirène, on chante de Disney, mais jamais j'aurais pu imaginer déjà en vivre, pouvoir payer un loyer grâce à ce métier. Ça a été un chamboulement et une découverte incroyable dans ma vie et une ouverture des possibles que j'imaginais pas du tout. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petite
mon père, mon frère. Enfin, c'est une culture très sportive, Très saine. très saine, mais du coup aussi avec une discipline, une exigence. Et les livres, donc c'est vraiment un truc très d'imagination, de partage, de vibrer, des émotions fortes. Donc j'ai débarqué dans l'artistique comme si tout était improbable et en même temps comme si tout était à sa place. D'ailleurs, tu as entamé des études de sciences du langage et de sciences de l'éducation. Et ton intention, c'était de devenir prof des Oui, écoles comme maman. oui, parce qu'il y avait ce partage franc et brut et pur avec les enfants qui me touchait et qui me nourrissait énormément pendant toutes mes années d'études. Je travaillais aussi en tant qu'animatrice avec des enfants. Et ce contact sain me faisait énormément de bien. Moi, je commençais ma vie d'adulte. Et ce retour à une transmission, à un partage avec des enfants, ça me nourrissait vraiment, humainement. Ça nourrissait, pardon, je sens une ultra-sensibilité, c'est ça? Oui, il y avait Mm. un truc de partage instinctif, de pas de chichi, vraiment Mm. un truc brut et pur qui, Les moi, enfants me sont touchait. tellement purs. Ouais. On dit souvent qu'ils sont en connexion avec l'invisible, justement. Alors, comment as-tu décidé de te lancer dans la comédie musicale? Tu as fait une formation, tu as été formée à l'Institut supérieur des arts de la scène Rick Adams. Je le dis bien, Oui, Adams. Rick Adams. Rick Adams. Alors, dis-moi, tu as arrêté les études, tu es allé au bout, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai terminé mes 3 années de licence. Diplômée, Voilà, donc, j'ai été diplômée. définitivement sérieuse et construite. Et justement, à ce moment-là, avant de rentrer dans la vie d'adulte, vie active, si on veut, j'ai eu envie de tenter quelque chose d'un peu fou parce que, je sais pas, Ça vibrait en ouais, toi. j'étais insouciante à l'époque et heureusement parce que je me dis qu'aujourd'hui, je me serais peut-être posé bien plus de questions. Mais où est-ce que tu as connu le milieu artistique, puisque tu étais grimpée aux arbres là-haut avec des professeurs et comment tu as découvert l'univers artistique? En fait, j'étais devenue adulte. Je faisais partie d'une petite troupe amateur en banlieue, là où j'étais. Et il y avait quelqu'un dans cette troupe qui, justement, allait faire une école de comédie musicale et avait commencé une école de comédie musicale. Ah, donc tu étais quand même déjà inscrite dans un cours de théâtre, mais comme un hobby, en Mais fait. c'était tout nouveau et c'était pas du théâtre, pour le coup, c'était vraiment plus du chant. Parce que moi, le théâtre, ça me Ah, ça me ok. Mais donc tétanisait. tu chantais. Je chantais. C'était mon moyen d'expression, justement, parce que, par exemple, les poèmes à réciter à l'école ou les exposer, c'était le cauchemar de ma vie. Ok. Prendre la parole en public, c'était vraiment quelque chose que je supportais pas et vraiment, ça s'exprimait physiquement. C'est-à-dire que physiquement, je pouvais vomir, je pouvais m'évanouir. Enfin, ça allait à des... Et C'était une pas le fuite. chant? Et le chant, ça a été le biais que j'ai trouvé à l'adolescence vers 15 ans, où j'arrivais à exprimer quelque chose sans complètement défaillir. Je m'accrochais à des notes, à un personnage, et ça m'aidait à tenir debout, si je peux le... Parce que tu avais identifié ce talent? Tu te rendais compte que tu avais du talent? Non, pas du tout, mais au moins, je restais debout. Et petit à petit, c'est quelque chose... Inexplicable. Voilà, et c'était quelque chose qui aussi me faisait vibrer, parce que justement, ce que j'arrivais pas à exprimer, moi, dans des discussions ou quoi, le chant me permettait d'extérioriser toute l'intériorité qui vibrait de mille choses et que j'arrivais pas forcément à partager. Et le partage, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui peut être justement très frustrant quand j'arrive pas à partager ce que je suis ou ce que je veux dire de la bonne façon. La bonne façon, il y a plein de façons, mais c'est quelque chose qui nourrissait, oui, une espèce de feu en moi. Et je pense que c'est ce feu qui, à un moment, m'a fait basculer, de dire, OK, ben là, en fait, je vais tenter quelque chose d'un peu fou. Je vais m'inscrire à une école. J'avais vu, quand j'étais ado avec quelques copines, j'avais vu Undo Stress Ah, à la télé. ok. Et j'avais vu des gens qui arrivaient le matin et qui prenaient des cours de chant, des cours de danse, des cours... En je disais, groupe. mais c'est génial. Je veux Grave. faire ça. Ouais. Ils s'éclatent, ils ont l'air passionnés. Enfin, ils se lèvent le matin, ils sont à fond. Aujourd'hui, on a un poursuit tes rêves pour les jeunes qui nous entendent, qui est la continuité. Mais justement, c'est une école de comédie musicale C'est ça. où des histoires d'amour, des cours de chant. Ouais, donc ça te fait vibrer, ça te fait rêver. Tu Complètement. dis, moi, je veux intégrer une école comme ça. Exactement. Et je me Et suis le hasard fait que tu rencontres une dame qui crée une école. C'est Elle ça? crée pas une école, mais elle était inscrite dans une école. Ah. Elle me dit, ah, mais moi, je connais, il y a cette école à Paris, tu peux Ok. aller voir, il y a des auditions. Et donc, je m'étais inscrite à cette audition. Donc, tu devais passer une audition. Oui, Donc, dépasser ton trac. voilà. Alors, comment tu t'es préparée? Ça a été le premier challenge. J'y suis allée avec ma meilleure amie. En fait, quelque part, je suis contente. C'était mon premier contact avec une audition. Et du coup, j'étais pas préparée. Et tant mieux. Ah,
Attention, parce qu'ici, c'est conseil casting. Oui, oui. Et parfois, ne pas préparer un casting, être dans le lâcher-prise. C'est ça. En fait, là, c'est un autre contexte d'audition parce que c'est pour intégrer une formation où on sait que tu as tout à apprendre. Okay. Donc, c'est te présenter tel que tu es sur l'instant, mais montrer le potentiel. C'est pas comme quand tu te prépares à une audition avec un rôle précis. Pour moi, c'est vraiment un autre concept d'audition. Et je suis arrivée tétanisée, mais pleine de bonne volonté à juste montrer ce que j'étais. J'étais tellement pas à l'aise avec le théâtre, je découvrais, je savais pas trop ce que c'était. J'ai présenté un poème de Prévert comme audition de théâtre. Donc, j'étais à côté de certaines filles qui me disaient « Toi, t'as préparé quoi ?» Moi, j'ai préparé le monologue de Corneille. Moi, j'ai préparé un poème. Donc, tu aimes la poésie? Oui, c'est quelque chose qui me parle. Tu lisais beaucoup de poèmes depuis petite? C'est ça, et surtout, c'est quelque chose... Moi, je connaissais peu le théâtre, donc c'était ma façon à moi de proposer quelque chose. Tant pis si j'avais pas la culture qui allait avec, mais ça me parlait sur l'instant T. C'était lequel de poème? C'était... je crois que c'était Le Cancre. Le Cancre. Justement, celui qui se sent toujours en décalage par rapport... Mais je l'ai proposé sans trop le théâtraliser, mais juste avec une authenticité et l'émotion que j'avais. Incroyable, je connais par cœur le Cancre. On le travaille avec ma fille actuellement. Dur poème. Oui, dur parce que ça appuie sur beaucoup de vulnérabilité, de fragilité, mais qui du coup me parlait énormément. Donc j'ai délivré ça et ma petite chanson. Et après, pareil, on a vécu la première audition de danse, moi qui avais fait très peu de danse dans ma vie. Et je me suis mise au fond. Et je me suis accrochée et j'ai suivi et j'ai pas lâché. Et même les mouvements que j'arrivais pas à faire, c'est pas grave, je reprenais juste après. Donc ça a été aussi un peu de dépassement de soi-même. Le dépassement de toi-même. Tu en avais parlé à ta famille était OK avec ça? Complètement. Tu étais une jeune adulte en même temps. Oui, j'étais jeune adulte, donc ils m'ont complètement soutenue parce qu'ils se sont dit « Ok, elle a fait les études avant, là elle veut se prouver, elle veut vivre quelque chose de fort, donc tant mieux. » Et la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, tout a été extrêmement rapide derrière ça. Mon entrée à l'école où j'ai appris plein de choses très vite. Là, t'as quel âge? J'avais même pas 20 ans. Toute jeune? Ouais. Combien d'années de formation? C'était une formation en 3 années, mais du coup, j'ai même pas pu aller au bout de ces 3 années de formation. Parce que tout est allé très vite. Tout a été très, très vite. Raconte-nous. C'est aussi pour ça que mes parents, entre guillemets, n'ont pas eu le temps d'avoir peur pour moi, parce que je sais que c'est un milieu et un métier, quand on ne connaît pas, ça peut faire peur de l'extérieur parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'elle va devoir galérer à trouver des cachets tous les mois? Ça peut être un peu mystérieux, un peu angoissant. Et la chance que j'ai eue, c'est que moi, au bout de même pas 1 an, j'ai fait mes premiers cachets, j'ai été prise dans une comédie musicale. Mais alors, attends, raconte, parce que cette formation de Rick Adams, c'est quoi? C'est chant, danse, comédie musicale. Oui. Ce qu'on appelle les artistes pluridisciplinaires. Oui, le performing arts. Performing arts. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe là? Tu commences les castings? Qu'est-ce qui s'est passé? Un directeur de casting est venu assister à un cours, t'as vu passer une audition, tu t'es inscrit sur casting.fr, bref, raconte. J'étais inscrite sur casting.fr, Okay. C'est grâce à ça que j'ai fait mes tout premiers cachets d'ailleurs. Waouh! Ouais. Info! C'était pour des figurations, j'étais partie tourner de nuit, c'était sur Star 80. Ok. Où ils cherchaient des gens qui chantaient et qui dansaient, et je me suis retrouvée à faire des tournages de nuit et à enchaîner les cours la journée. C'est bien, ça m'a donné un aperçu très concret de la difficulté que ça peut être dans ce milieu, en fait, de devoir répondre aux besoins. Et oui, t'as tourné toute la nuit, t'as pas dormi, mais t'enchaînes derrière parce que t'as pas le choix, en fait. C'est comme ça que ça marche. Donc, en termes aussi de discipline et de rigueur, ça m'a appris très, très vite que c'était pas seulement une école pour rêver, mais que derrière, il y avait un métier hyper carré, avec des choses vraiment... on n'est pas là juste pour se découvrir ou s'amuser, mais derrière, c'est... Beaucoup de travail. Il y a beaucoup de... c'est très exigeant. Et ça m'a fait du bien d'apprendre ça très jeune, je pense. Et ces premiers cachets, alors, c'est quoi? C'est un directeur de casting qui est venu dans l'école? Non, en fait, j'ai fait tous mes premiers cours et on m'a dit que j'avais beaucoup de potentiel, mais c'était pas une grande surprise, mais j'étais ma meilleure ennemie, si on peut dire. C'est-à-dire que mes émotions et mon hypersensibilité prenaient parfois beaucoup de place et je perdais vite mes moyens et du coup, c'était au détriment de l'artistique. Et donc, mon challenge, mes profs me l'ont dit dès la première année, ça va être de mettre cette hypersensibilité au profit, en fait, que ça devienne une force
pour les rôles, pour ce que je chante, pour ce que je raconte. Et c'est ça qui est le travail d'une vie, parce que j'ai tellement évolué. Mais j'ai encore une marge de progression énorme. Quand tu prenais ces cours, justement, tu avais identifié ces ressources, ces talents, ce potentiel, tu l'avais identifié? Pas du tout, j'étais complètement insouciante et inconsciente de moi-même. Mais tes profs te le disaient? Mais les profs, tout de suite, me l'ont dit. Moi, j'étais là, j'ai rencontré des gens, une fille qui avait fait énormément de danse en Pologne, une fille qui avait fait des grands conservatoires de théâtre. Donc, c'était et toi, tu te voyais comme le vilain petit canard? C'est ça, j'étais un peu genre, moi, je débarque, mais j'ai envie. Syndrome de l'imposteur dont on parle tant et tant et tant, et qu'on a dedans. Tous, malheureusement. Et alors, sur quoi tu t'appuyais? Je m'appuyais sur mon envie de partager, parce que c'est la magie de la comédie musicale, c'est qu'on est ensemble sur scène. C'est rare qu'il y ait, surtout quand on est en formation ou dans nos premières années, c'est rare qu'on ait un premier rôle avec des solos. Donc c'est surtout des scènes d'ensemble ou des duos ou des trios, et de partager, que ce soit une scène de théâtre ou une scène de chant ou même une chorégraphie, d'être à plusieurs, c'est quelque chose qui me nourrissait énormément. Et c'est à travers ça que je trouvais la force de me dire ok, je suis rouge écarlate, je tremble de la tête aux pieds, tout mon corps me dit de m'enfuir, mais en fait, non, je suis là, je partage quelque chose, cette personne a besoin de moi, j'ai besoin d'elle, et ce partenariat, c'est vraiment le mot que j'ai appris et qui a pris tout son sens dans cette formation. Ce partenariat m'a donné la force de me dire ok, non, l'artistique peut m'apporter des choses vraiment importante, moi aussi personnellement, artistiquement, mais aussi personnellement dans ma vie de femme. Et donc mes profs m'ont dit, Charlotte, t'as beaucoup de potentiel, t'as une très jolie voix, mais vraiment il faut que t'apprennes à gérer ton émotivité. À te challenger. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, j'ai pris les taureaux par les cornes, je suis allée me connecter sur des sites de casting. Et j'ai vu une audition pour une comédie musicale où ils cherchaient des gens qui faisaient très très jeunes. Ok. J'ai envoyé mon CV vierge parce que j'avais pas T'avais fait... mis quoi dans ce CV? Justement, tout le temps, on nous dit qu'est-ce que je mets quand je suis débutant. Qu'est-ce que t'avais écrit? J'avais marqué que j'étais actuellement en formation. J'avais noté les profs que j'avais. J'avais dit que il y avait des cours de hip-hop. Enfin, je donnais les spécificités de claquettes, de ce que tu savais faire, de ce que tu sais faire. Voilà, de ce que j'étais en train d'apprendre. J'avais même mis que j'avais mon BAFA, que je travaillais avec les enfants. Je savais tellement pas quoi mettre que j'ai mis un CV classique, et j'ai été convoquée. C'était la toute première audition, du coup, où là, pour le coup, c'était pas comme à l'école, où justement, j'ai vécu de plein fouet cette vague de stress et de pression de est-ce que je vais être à la hauteur? Donc, ça a été jeune, en plus, 20 ans. Toute jeune. Parce que là, c'est 2012, Fiona, enfant dans Shrek le musical au Casino de Paris, c'est ça? C'était ma première audition. On a bien bossé, hein. Oui. On connaît tout, hein. C'était ma toute première vraie audition, et ça a été un tsunami émotionnel. Bon, c'est pas très joli de dire ça à l'antenne, mais avant de passer premier passage d'audition dans un magnifique théâtre parisien, en plus, j'étais dans les toilettes et j'ai vomi. Ouais. Mais j'ai vomi tout ce que je pouvais vomir, et je suis montée sur scène en tremblant de la tête aux pieds, en me disant mais en fait je vais m'évanouir et je vais me ridiculiser devant des gens que... C'est mon premier contact avec le milieu professionnel de la comédie musicale, et je vais m'afficher. Donc c'était assez traumatisant, et en même temps, j'ai franchi un cap ce jour-là en allant au bout de l'audition. Alors, c'était complètement inespéré que je décroche le rôle. Moi, je visais même pas ça. Je visais ça comme un exercice, parce que mes profs m'avaient dit, Charlotte, il faut que tu te challenges, il faut que tu t'entraînes. Tu t'étais préparée avec les profs? Oui, c'était avec eux que j'avais préparé certains monologues de théâtre et tout. Donc qu'est-ce qu'on t'avait demandé, justement? Parce que là, tu as 20 ans. Ouais. Premier casting, première audition. Qu'est-ce que tu avais préparé? Une chanson? Un texte? Alors, il y avait une chanson imposée entre plusieurs chansons, et j'avais choisi... Bon, en plus, j'étais complètement folle. Enfin, insouciante, on va dire. Authentique. Voilà. Tu t'écoutais peut-être? Peut-être. Tu choisissais des choses qui te correspondaient. Ouais, mais avec le recul, je me dis que c'était improbable. J'avais choisi... Et en même temps, tu as décroché le rôle. Bah ouais, c'est ça qui est encore plus improbable. Donc, le conseil, c'est d'être soi-même et authentique. Mais complètement. Et ne pas chercher à être... à la projeter, mode. C'est ça, de pas se dire... Si on a envie de présenter Jacques Prévert, le cancre, on le fait. Complètement. Si ça résonne en nous, et c'est ce qu'on doit présenter, parce qu'en fait, ce qu'on présente... Moi, c'est ça que j'ai appris au fur et à mesure avec les expériences de casting. On se perd souvent dans ce qu'on imagine, ce que l'autre va projeter.
Alors qu'en fait, il faut rester complètement centré sur nous, sur ce qu'on est, et pas se dire « Ah oui, mais là, il faut que je choisisse telle chanson parce qu'il cherche une blonde qui va être très légère et moi, là, je suis un peu trop renfermée, donc il faut que je... Trop brune. » Voilà. Et en fait, non. Éveiller sa singularité. Complètement. En faire une force en disant « Bah non, en fait, peut-être que vous, dans le descriptif du rôle, le rôle est plus comme ça. Mais moi, je vous propose une version qui matche ces conditions-là et ce que je suis actuellement, parce qu'en plus, on évolue constamment. » Et ça a été une vraie délivrance entre mes premiers castings il y a 10 ans où bah, vraiment je dormais pas pendant une semaine. Enfin, c'était vraiment je peux pas dire une torture, mais vraiment psychologiquement avec moi-même, c'était des vrais nœuds au cerveau. Et maintenant où j'y vais en me disant, j'ai toujours cette petite pression parce que maintenant c'est différent. J'ai pas envie de me décevoir moi, je veux rester fidèle à moi-même. C'est complètement autre chose psychologiquement. Si j'y vais et que je corresponds pas et que je décroche pas le rôle, c'est absolument pas grave. Par contre, je veux être fière de ce que j'ai proposé et qui me correspond et qui me parle sur le moment. D'autant plus que chaque fois qu'un casting est raté, de toute manière, tu as gagné le casting parce que tu as créé une rencontre. Exactement. Et tu t'es fait connaître du directeur de casting, même si aujourd'hui tout le monde te connaît. Mais alors dis-moi, cette audition, comment elle se passe ? Alors, le premier tour, donc on arrive, donc moi je sors des toilettes et je monte sur la grande... Après un ou deux petits vomis. Et je monte sur la belle scène du théâtre de Jazet, donc en plus qui est un beau théâtre, et ils étaient 6-7 à 10 rangs au milieu de la salle vide, avec les lumières, enfin vraiment une atmosphère. Et là, je dois chanter le solo du fantôme de l'opéra Think of Me, qui est une chanson en plus... magnifique, qui est vraiment un challenge dans les solos de comédie musicale des comédiennes. On a toutes, ça fait partie des solos que tout le monde rêve de faire un jour. Donc gros challenge aussi. Et je chante ma petite chanson. Et c'est tout. Parce qu'on nous avait demandé de préparer peut-être une deuxième chanson ou un rôle et un texte. Et on m'avait dit non, bah merci, on a vu ce qu'on voulait. Donc ça a duré 4 minutes. Ouais. Je t'imagine fragile et surprenante de voix, en fait. Et c'est ça qui a dû... Je pense que c'est ça, bien tout sûr. Petit bout arrivé la avec... La délicatesse et la fragilité sont souvent... une force, en fait. Et on pense que ça va nous desservir. Et j'ai appris, avec les années, que non. Et après, donc, ils m'ont convoquée pour le deuxième tour, où là, il y avait d'autres personnes et on devait présenter un texte de théâtre que j'avais bossé avec mes profs. Après, il y a eu une autre session où c'était la session danse, où là, en plus, on était très nombreux. Et c'est la première fois que je me suis retrouvée avec... plein de gens du milieu de la comédie musicale, ils se connaissaient tous. Et moi, j'arrivais du haut de mes 20 ans, je voyais que j'étais très jeune, je connaissais personne, tout le monde était hyper content de se retrouver, je voyais que c'était un milieu très fédéré. Et moi, j'étais là, je regardais ça avec des paillettes dans les yeux en me disant, peut-être un jour. En fait, mais ouais, et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, au-delà d'une formation et de me découvrir et de vibrer, peut-être que je peux en vivre, peut-être que ça peut être ça ma vie. Et ça a été aussi un moteur qui, je pense, m'a aidée pour les autres phases de l'audition. Jusqu'à la finale où j'ai décroché le rôle et où on m'a appelée pour me dire rendez-vous au Casino de Paris. Et j'ai rigolé nerveusement parce que j'ai pensé que c'était une blague. Je me suis affichée d'ailleurs avec le monsieur au téléphone parce que c'était tellement surréaliste pour moi d'être allée au bout de ce premier processus d'audition que vraiment j'ai ricané bêtement en disant mais c'est pas drôle. D'ailleurs, après, pendant le spectacle, du coup, il y a beaucoup de gens qui m'ont chahuté par rapport à ça. Le fait d'avoir pas pris ça au sérieux tellement ça me paraissait... énorme. Ouais, improbable. Donc là, tes premiers pas sur la scène, tu arrêtes la formation. Ouais. J'imagine que quand même tu gardes quelques cours parce que quand on est artiste comme toi, on doit toujours travailler sa voix. Qu'en est-il ? Oui. Tu te formes comment alors ? Tu quittes l'école ? En fait, j'essaye de rester dans l'école. La directrice devait être bien triste de te voir partir. C'est pour ça que j'ai trouvé un petit compromis. La chance que j'ai eue, c'est que je jouais au Casino de Paris et que l'école était dans la rue du Casino de Paris. Ah, tu vois. Il n'y a pas de hasard. Mais c'est improbable. Ça, j'ai découvert aussi que l'univers... J'ai d'autres anecdotes sur ça. Que l'univers, parfois, il est improbable par rapport à envoyer des signes et des concordances. On fait « wow, ok ». Donc, j'ai réussi à continuer à vivre ma première expérience professionnelle avec une troupe de 30 comédiens-chanteurs qui, eux, vivaient ça depuis très longtemps. Donc, ça a été hyper formateur, ne serait-ce que les répétitions. 3 semaines intenses de répétition avec ces gens-là, de les regarder travailler, j'étais pire qu'à Disneyland, en fait. C'était incroyable. Tu vivais toujours chez maman et papa ? Oui, en toujours. banlieue, là-bas ? Oui, et je faisais des allers-retours en RER, donc quand il y avait les grèves, c'était... Et tes parents, ils étaient derrière toi, ils étaient OK avec ça ? Complètement, parce que c'était très récent, c'était très nouveau, en fait. Donc, ils vivaient cette découverte avec moi, sans se rendre compte, d'ailleurs, je pense et tant mieux. Tous, on était vraiment dans une découverte très
très enfantine et très presque naïve, j'ai envie de dire. Et alors, la formation, tu la poursuis? Oui, je la poursuis. Et au moment où je termine justement Shrek, cette aventure qui a été la première et qui m'a énormément marquée, puis au Casino de Paris, c'est quand même pour un premier contrat, pour un premier casting, c'est quand même improbable. Je reviens à l'école et là, je passe ma 2e audition. Attends, le Shrek, t'as tenu le rythme? Oui. Les journées doubles, toutes les soirées, t'as tenu le rythme? J'ai tenu, c'est là aussi où je me suis aperçue à quel point c'était exigeant. Et que c'était un vrai métier. C'est ça, au niveau que la blagounette de vie, chanter, c'est derrière, il y a une vraie rigueur, machine. Ouais, il y a une rigueur, une exigence, une hygiène de vie à avoir qui est vraiment, tu sors pas de scène pour aller boire des coups jusqu'à 2h du mat avec les copains. Ouais. Non. Si à 8h le lendemain, t'as cours de claquettes dans ton école, non, tu vas te coucher. Donc ça, je suis très contente d'avoir appris tout ça très jeune. Et donc, je retourne à l'école, je suis très contente de retrouver ma promo, je reprends le cours des choses, en fait, en bossant du Shakespeare, du clown, enfin, un peu tout, je me nourris de tout ce que je peux. Et je passe ma 2e audition, qui est une magnifique anecdote. C'est un spectacle pour enfants. Et je prépare ce qu'on me demande de préparer, donc une chanson un peu fofolle, parce que c'est le rôle d'une fée fofolle, un peu délirante, déjantée. C'est l'enfant au grelot, c'est ça? Exactement. Et j'arrive sur scène et on nous avait demandé, c'était un personnage girly. Ok. Moi, spontanément, surtout à cette période-là de ma vie, j'étais pas hyper girly, hyper féminine, enfin pas très à l'aise avec toute cette partie-là de moi pour le moment. Donc, je m'étais dit, ok, je vais mettre des talons, je vais jouer le jeu à fond. Les gens qui me connaissent savent à quel point les talons, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Donc, j'arrive pareil, c'était un beau théâtre, c'était le théâtre Michel, je crois. J'arrive pour l'audition, je mets mes talons, mes petites couettes, et je rentre sur scène parce qu'ils nous avaient demandé de faire une entrée de fée. Ok. Et je m'éclate la figure par terre. Les talons. Mais... Tu te rétames. Mais j'avais un bleu sur la hanche que j'ai dû garder 3 semaines. Mais vraiment, le ridicule. Mon Dieu. Vraiment, on a le cœur qui bat dans les oreilles et où on se dit, mais je vais mourir de honte. Est-ce que c'est possible de mourir de honte? Mon Dieu. Et en plus, ils éclatent de rire parce que c'est pas possible autrement, tellement c'est grotesque. Les directeurs de casting. Et le metteur en scène et celui qui écrit les chansons, toute l'équipe est là à 4 mètres de moi et ils sont morts de rire. Et moi, je me relève et je joue de ça. Tu te relèves, tu vois comme c'est intéressant. Tu te relèves. Je me relève parce que moi, ça m'a paru 6 ans dans ma tête, mais ça a dû durer 4 secondes. Ouais. Et je me relève. Tu t'es pas fait mal? Ah si, vraiment, je me suis éclatée. Mais je me suis relevée dignement en jouant le côté... Et j'ai continué et j'ai fait ma chanson et j'ai fait ma scène. Et c'est ça l'anecdote, c'est que non seulement j'ai eu le rôle... Ils ont cru que c'était vrai? Mais qu'en plus, ils ont intégré cette entrée dans le spectacle qui s'est joué après. Trop forte. Improbable. Bon, alors je m'éclatais différemment. C'était un peu plus... t'as dû continuer à t'éclater du coup? Non, mais, du coup, c'était contrôlé. C'était une vraie proposition artistique, ton truc? Pas du tout. Et d'ailleurs, je leur ai dit, à la fin de mon passage, j'ai dit, je suis désolée, c'était ridicule. Et ils ont dit, non, mais c'était génial dans le personnage. Ah bon, d'accord. Oh, c'est génial. Et j'ai passé 3 mois derrière à faire mon entrée en fée fofolle et à... c'est drôle. Et pareil, ça a été un vrai apprentissage. Apprentissage. C'est ça, il faut se relever. Et en fait, l'imprévu, même quand on pense mourir de honte, peut être une force. En fait, tout ce qu'on perçoit comme des vulnérabilités ou des handicaps peuvent se transformer en force. Ça, vraiment, c'est ce que j'ai appris au gré de mes expériences et de mes castings. Et là, ça s'enchaîne. Kid Manoir, Réponse et le Prince Aventurier, La Reine des Neiges en comédie musicale, La Famille Adams, tu joues le rôle de Mercredi Adams et tu vas être nommé au trophée de la comédie musicale dans la catégorie Révélation féminine, le concert des Misérables à l'Opéra de Rennes, We Will Rock You aussi. Yeah. Tu n'arrêtes pas. Et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. On te voit dans la comédie de boulevard Pilule amère et Loin des planches à la télé, dans Nos chers voisins et dans les web-séries Ulysse et Preview. Ça n'arrête pas. Ouais. Raconte-moi comment tu as évolué. Tu as pris un agent, tu as continué à bosser. Comment ça s'est orchestré la suite ? Alors, j'ai jamais pris d'agent et tout s'est enchaîné au gré des rencontres. Les auditions de comédie musicale, ça pour le coup, il y a vraiment, c'est les sites de casting traditionnels, j'ai envie de dire, où à chaque fois, chaque nouvelle saison, il y a les 2-3 comédies musicales. Dans le milieu des comédies musicales, il n'y a pas d'agent, n'est-ce pas ?
Il y en a qui en ont. En tout cas, moi, je suis jamais passée par un agent parce que justement, c'est des auditions accessibles et ouvertes à tous. Et d'ailleurs, c'est ça qui est chouette dans ce milieu-là. C'est que par exemple, l'audition de Shrek que j'ai passée alors que je venais de nulle part, si ça avait été quelque chose de plus fermé comme on peut trouver parfois dans le cinéma ou dans le théâtre ou quoi, j'aurais pas eu cette expérience et j'aurais tout ce qui a découlé derrière, j'aurais pas eu accès. Donc c'est ça aussi que j'aime bien dans ce concept de comédie musicale. Alors oui, il y a les mauvais côtés, c'est-à-dire que pour le rôle de Mercredi Adams, je crois qu'on était 800. Ouais. Donc ça fait de la concurrence. Ouais. Mais au moins, il y a tout le monde a sa chance d'une certaine façon et c'est ce que j'aime aussi dans ce milieu-là. Dans d'autres milieux artistiques, c'est un peu moins le cas. Mais il y a d'autres avantages. Au fur et à mesure de toutes ces expériences, comment as-tu évolué justement dans cette prise de confiance? Je ne sais pas si parler de prise de confiance ou alors d'estime de soi. Tu connais la nuance? Alors oui, c'est toujours en gros travail. Mais j'ai réussi à apprendre à rebondir, je crois. Donc, je ne sais pas si on peut dire que j'ai appris à avoir une meilleure estime de moi ou à prendre confiance en moi. Mais par contre, j'ai appris à avancer et à rester toujours en mouvement. Et une opportunité que je pouvais catégoriser de ratée, en fait, pouvait m'ouvrir autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a appris aussi dans ma vie hors de l'artistique. C'est des leçons hyper précieuses, en fait, de découvrir que on a l'impression factuellement qu'une porte se ferme, mais factuellement, il y a vraiment 3 fenêtres qui s'ouvrent à côté. Et il faut apprendre à... Parce que je suis passée par ces phases où j'ai raté un casting ou un rôle que je voulais absolument et j'ai passé une semaine en boule sous ma couette. Dans un vrai moment de doute voilà, je vais et de remise en question. Mais ça a été... Tu te dis que je vais tout arrêter. Mais complètement, ça a fait partie de mon quotidien et je pense que ça fait partie du quotidien de la plupart des artistes. C'est des phases qui sont presque des passages obligés pour aussi se construire en tant qu'artiste et en tant qu'humain avant tout. Et moi, ça m'a challengée sur justement ma capacité de rebond. Il y a eu une fois, je me souviens, où justement j'ai eu un refus justement d'audition d'un rôle qui me faisait rêver. J'étais dans la salle d'attente pour passer la finale pour une autre audition. Donc au fond de moi, j'avais envie de pleurer et de faire justement toute cette expression de drama de « Ah, je suis qu'une... » Voilà, tout ça. Et j'ai pas eu le temps. Et je me suis dit, non, là, en fait, tu dois rentrer, tu dois présenter le meilleur de toi-même. Donc, tu serres les fesses et tu y vas. Et toutes ces expériences-là m'ont confrontée à moi-même et à ma capacité de rebond. Et je me suis dit, OK, donc en fait, peu importe ce que je me prends dans la tronche, derrière, je saurai rebondir. Et ça, donc, c'est pas ma valeur en tant qu'artiste, en tant que ce que je propose, mais c'est ma valeur en tant que ma capacité à rebondir. À rebondir. Ouais. J'ai souvent la sensation, lorsque je reçois des artistes qui travaillent avec leur voix, leur corps, avec cette exigence digne des athlètes. Vous avez besoin d'un travail sportif et un training mental. J'ai l'impression que du coup, il n'y a pas de place au doute et qu'il n'y a pas de place à cette timidité. J'ai toujours eu la sensation que ça vous donne de la force. Est-ce que tu saurais identifier d'où elle te vient, cette timidité, ce manque de confiance ou d'où te venait, je ne sais pas aujourd'hui où tu en es, mais est-ce que c'est un trauma d'enfance? Est-ce qu'on dit, on a l'impression que tu viens d'une famille bien faite? Est-ce que tu es née comme ça, génétiquement timide? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Non, je suis née hypersensible et éponge à absolument tout. J'avais une hypersensibilité, une anxiété, enfin, tout ça faisait déjà partie de moi. Après, ce qui, je pense, a façonné toute cette partie plus introvertie, parce que quand j'avais 6 ans, j'étais folle et tout. Non, c'est malheureusement, je pense qu'on passe énormément par là. C'est le harcèlement scolaire qui, moi, collège, lycée, m'a fracassé la tronche en termes de... Enfin, oui, je crois que c'est un parcours malheureusement très banal, mais qui m'a complètement recroquevillée sur moi-même, sur ma valeur, sur le fait d'oser être moi, d'oser m'exprimer. C'est encore aujourd'hui, je porte ces failles et ces vulnérabilités-là, mais j'ai réussi. Mais je travaille encore, ça me rattrape toujours. Je sens quand ça appuie sur des blessures passées, justement, de cette période-là, où j'ai été vraiment... j'ai été abîmée. Abîmée. Ce qui est très intéressant, à travers ce podcast, c'est tous nos invités qui nous racontent combien ils ont été harcelés, enfants. Souvent, ce sont des enfants qui ont été différents, qui avaient un potentiel différent, une singularité. Cette même singularité
qui t'a fait gagner, je parle de gagner, tes castings. Donc, on a identifié d'où vient. Et comment tu t'es sortie de cet harcèlement? Tu en avais parlé à tes parents, tu as changé d'école. Comment tu t'es protégée de cet harcèlement scolaire? Je l'ai malheureusement subi jusqu'à la fin et les études, la fin du lycée. En fait, le début de la vie d'adulte, le fait de quitter, parce que moi, je viens d'un village où en plus, on a tous suivi la même scolarité. Enfin, tous les ans, j'étais en classe avec les mêmes personnes. Donc, non, je crois que je l'ai subi jusqu'au bout du bout. T'en parlais autour de toi? Tu l'avais dit à tes parents? Mes parents étaient au courant, oui. Et ils m'ont beaucoup soutenue justement dans cette extériorisation. Parce que c'est pareil, c'est quelque chose que je somatisais, je devenais malade. Enfin, avant d'aller au collège, je vomissais, j'étais incapable d'aller. Enfin, mon corps, de toute façon, me trahissait d'une certaine façon. Donc, ils m'ont beaucoup accompagnée dans l'extériorisation et de dire que c'était pas moi la responsable, d'expliquer que les autres qui me faisaient du mal, eux aussi vivaient des malheurs dans leur vie et que c'était leur façon. Enfin, je crois que ça a aussi énormément façonné mon empathie. On me parle beaucoup de mon empathie encore dans ma vie d'aujourd'hui, qui est ultra développée et qui parfois peut me jouer des tours, justement, parce que je peux avoir du mal à poser certaines limites, justement, par empathie par rapport aux gens. Je pense que ça vient de là aussi. Mais pareil, j'essaye d'en faire une force par rapport à ce milieu-là. Clairement, le milieu artistique, je sais que je venais pas du tout je découvrais tout du milieu artistique, mais cette carrière, j'ai toujours du mal avec le mot carrière, mais cette carrière artistique et cette vie, ce chemin que je me suis tracé, mené par un feu intérieur ou je sais pas par quoi, ça m'a sauvée. Enfin, ça m'a apaisée par rapport à toutes ces blessures que je portais en moi et que je porte encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est hyper important. Ça m'a sauvée dans le sens où j'ai pu les transformer en force et m'en servir de la bonne façon. Tout à l'heure, tu évoquais dans ton parcours la concordance, le hasard, la magie de la vie. Quelle est ta plus belle rencontre? Je pense que... faut pas que je sois émue. Pourquoi tu es là aussi? Il y a eu une rencontre qui m'a beaucoup marquée. C'était sur Kid Manoir. J'ai rencontré... il était artiste avec moi. C'était sa première comédie musicale. Moi, je commençais un petit peu à faire plusieurs projets. Et ça a été une rencontre humaine qui a été justement extrêmement précieuse. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans que cette personne fait partie de ma vie. C'est devenu ma famille, c'est mon ancrage. Justement parce que, au-delà de l'artistique et de s'accompagner l'un l'autre dans notre carrière, on est avant tout un ancrage humain parce qu'on se connaît par cœur, on connaît notre passif, on connaît nos failles, on connaît nos vulnérabilités. Et en fait, on a tellement appris à communiquer de la bonne façon au gré des années qu'on sait s'accompagner pour justement accompagner aussi cette capacité de rebond dont je parlais. Et c'est ça qui nous donne une force d'avancer continuellement. Vous parliez de doute tout à l'heure. C'est très drôle parce qu'il y a moi, je suis du genre à écrire des citations sur les murs de ma cuisine. Voilà. Et il y en a une, mot pour mot, c'est « Le doute est une force, veille simplement à ce qu'il te pousse toujours en avant ». C'est écrit mot pour mot sur ma cuisine, je le vois tous les matins. Et je trouve que le doute fait partie intégrante de ce que je suis et que ça a souvent été un frein. Et plus les années passent, plus les expériences passent et plus les rencontres que je trouve, les rencontres que je fais sur mon chemin sont en accord avec la personne que je suis, plus ces doutes me motivent à aller encore plus loin. Et c'est pour ça que je parle de feu intérieur sans trop réussir à poser les bons mots dessus, mais c'est un élan. Je ne saurais pas mettre un autre mot qu'un élan en avant. Mêlé de doutes, de vulnérabilité, de trauma, parce que on peut poser les mots aussi, c'est un vrai trauma, qui est un élan qui m'a fait enchaîner tous ces projets dingues et qui fait ce que je suis aujourd'hui, et artistiquement et humainement. Et en fait, les deux, c'est qu'une seule personne. Et c'est assez dingue. Et là, cet élan, c'est donc une rencontre avec Christopher Lopez. Avec Christopher Lopez, qui est sur le podcast également, avec la voix de Lou. Aujourd'hui, quand on raconte tes expériences, nos chers voisins, est-ce que tu as des envies d'images, de télé, de séries, de cinéma? Oui, parce que alors j'ai vécu pareil. Quand j'ai débarqué dans le milieu audiovisuel, ça a été assez improbable. C'est-à-dire que j'ai répondu à un casting parce qu'il y avait un été où j'avais pas de vacances. Enfin, j'étais en vacances, mais ici, j'avais du temps libre. J'ai répondu à une annonce
pour une web-série faite par des gens en amateur, qui s'est avérée être une expérience incroyable sur des années et qui a eu une fanbase incroyable sur YouTube, Ulysse. Ok. Donc des rencontres improbables de gens passionnés qui, pareil, en fait, avaient des vies à côté et sur leur temps libre, donnaient vie à une histoire avec un scénario et des personnages incroyables. Donc ça a été mon premier contact, mes premières expériences de tournage. Et grâce à cette expérience-là, il y a un des show directeurs de cette expérience qui m'a embarqué après sur Preview, où j'ai tourné avec Bertrand Huskla, Julien Pestel, des gens. Je me suis retrouvée. Pareil, c'était magique, incroyable. Ça a été 3 semaines et demie de tournage intensif dans des conditions hyper professionnelles. Ça a été un tournage incroyable et je rêve de revivre ça parce que ça a été hyper complémentaire justement c'est ce que j'aime dans la comédie musicale, le doublage et l'audiovisuel, c'est que les trois me nourrissent, les trois se nourrissent de choses hyper complémentaires et c'est là où je trouve que j'ai énormément de chance. Alors je sais qu'après on me reprend souvent quand je parle de chance parce que j'ai tendance à tellement revendiquer la chance que parfois ça annihile. Alors que tu la provoques, cette chance, par les rencontres, Exactement. par ton travail, par te lancer justement sur un projet. Quel est le mot que tu as utilisé? Amateur. Oui. Et sans chichi. Et c'est comme ça que les choses arrivent jusqu'au doublage. Oui. Tu en fais beaucoup, avec un immense succès. Justement, une rencontre avec Annabelle Roux, qui te repère dans une comédie musicale. Et c'est parti. Tu nous racontes? Alors, Annabelle, elle était venue, on avait des amis en commun sur Réponse et le Prince Aventurier. Elle était venue voir le spectacle et à la fin, on s'était croisés à la fin et elle m'avait dit, j'ai une série qui arrive où je cherche des voix très très jeunes. Et j'ai toujours une voix très très jeune. Et elle m'avait dit, t'as déjà fait du doublage? J'ai vraiment des petits rôles, c'est ce qu'on appelle des rôles d'ambiance, c'est-à-dire que c'est pas des rôles qu'on identifie forcément, mais il y en a besoin en fait, parce que dans une série qui se passe dans un lycée, il y a plein de bruits de fond de « Hey, t'as bien fait ton devoir de maths ?» Tous ces petits trucs-là, en fait, on en a besoin en français. Donc, c'est pas des rôles détectés, mais c'est ce qu'on appelle des rôles d'ambiance, et c'est souvent comme ça qu'on démarre le doublage. Donc, elle m'a embarquée en studio avec elle, je me suis retrouvée à la barre, en plus à côté de Gauthier Batou, qui est quelqu'un qui fait des voix incroyables depuis des années, donc j'étais hyper intimidée. Et je me suis retrouvée à faire des petites lycéennes pour des petites voix. Et en fait, il y a un des personnages que j'ai doublé. Elle n'avait pas vu tous les épisodes. Et ce personnage, en fait, a pris de l'importance. Et c'est devenu un vrai rôle important. Ok. Donc, pareil, je me suis retrouvée de façon improbable à devoir assurer ce rôle récurrent que je retrouvais à chaque épisode. C'est dans 13 Reasons Why, qui est en plus une série qui me touchait beaucoup parce que ça parlait énormément de harcèlement scolaire et de toutes les dérives et jusqu'où ça peut aller. Donc en plus, ça m'a fait une résonance par rapport à pourquoi je suis là. De toute façon, ça a toujours été comme ça dans mon parcours. Il y a toujours eu des résonances, mais dont j'ai pris conscience juste après coup, avec le recul. De me dire, OK, c'était pour ça. Ah ouais, ça fait sens. Et des choses où sur le moment, j'en ai pas conscience et c'est pas plus mal parce que du coup, je vis la chose à fond sur l'instant. Et ça a été très enrichissant. Lorsque tu écris dans ta cuisine ces citations, et ça parle d'écriture magique, de visualisation, tu prends conscience de tout ça, de ton multipotentiel et peut-être de cette énergie. Ça te parle Ça me parle complètement, surtout que Christopher Lopez, lui, est très, très ouvert à toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que j'ai conscience de toutes les énergies, je suis très sensible aux gens, je suis sensible aux signes. Maintenant, d'ailleurs, avec la maturité, avec le recul, j'apprends à lire autrement, j'apprends à recevoir. Avant, j'étais complètement fermée sur « non, de toute façon, je suis digne de rien, syndrome de l'imposteur ». Enfin, j'étais vraiment très fermée, très cloisonnée dans ces schémas un peu autodestructeurs. Et petit à petit, avec la carrière et avec l'humain que je deviens, ça m'ouvre et je suis beaucoup plus réceptive. Et maintenant, parfois, je m'amuse de certains signes en me disant « d'accord, donc là, c'est vraiment Mais c'est j'entends comique. que tu t'appuies factuellement de cette nécessité, ce besoin de travailler et de t'appuyer sur des choses factuelles, de l'ordre de l'exigence envers soi-même et d'une sorte de contrôle. Est-ce qu'on se forme au doublage? Complètement. Et moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs parce que, pareil, sentiment d'illégitimité ou quoi, ça a été pareil parce que, en fait, après cette expérience de 13 Reasons Why, donc la série Netflix, j'ai enchaîné sur tellement de spectacles et d'expériences d'audiovisuel que j'ai pas eu le temps de retourner au doublage.
Mais j'ai réussi grâce au stage AFDAS, un petit moment, j'avais 2 semaines de battement. J'ai fait une formation, justement, financée par AFDAS, et ça, je recommande à tous les artistes. Dès que vous avez du temps, dès que vous avez des droits ou quoi, formez-vous. Ça rajoute des cordes à notre arc, c'est tellement précieux. Parce que, et en plus, cette formation, beaucoup de gens m'avaient dit, tu sais, c'est peut-être un métier pas très accessible, le doublage, c'est un milieu peut-être un peu fermé. Et j'ai tellement appris pendant ces 2 semaines de formation sur la comédienne que je suis, et ça m'a tellement servi sur scène et pendant les tournages, que je me suis dit, au pire du cas, c'est pas grave du tout. Ça m'a tellement nourri que c'est vraiment pas grave. Être un artiste, c'est se former, s'exiger et s'élever chaque jour de connaissances. Complètement. C'est un métier. Exactement, très exigeant. Et c'est ça qui a été improbable comme réponse derrière, c'est que j'ai joué la famille Addams. Il y a un directeur artistique de doublage qui est venu voir le spectacle avec sa famille, qui m'a repéré, qui a chopé mon nom à la fin du spectacle. Il est parti du spectacle en disant « C'est qui la petite là qui joue D'accord, Charlotte Hervieux ». Et presque un an après, il y a eu des essais pour reprendre ce rôle emblématique d'Elsa dans La Reine des Neiges 2. Et il a donné mon nom à la directrice artistique qui s'occupait des essais pour la reprise de ce rôle-là. Et c'est comme ça que j'ai été convoquée au milieu de plein de comédiennes chanteuses et que je me suis retrouvée dans les studios à Saint-Denis à pas trop savoir ce qui m'attendait, parce qu'on ne m'avait pas dit, en fait, avec toutes les clauses de confidentialité, tout ce qu'il y a autour du doublage de façon générale, et en plus pour un projet de Disney de cette envergure-là, je suis arrivée sans trop savoir ce qui m'attendait. Et je me suis retrouvée en studio à passer un essai pour ce rôle-là. Moi, j'avais 6 ans et demi, je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Je suis partie en sautillant comme une licorne dans les couloirs. Vraiment, c'était vraiment ça. Et où vraiment, je me suis dit, je viens de passer un essai pour Disney. C'est le plus beau jour de ma vie, peu importe ce qui se passe derrière. En fait, j'en ai rien à faire de ce qui se passe derrière. C'est juste cet instant en soi est magique. Je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout, à ce que 6 mois après, mon téléphone sonne et qu'on me dise, c'est toi qui reprends le rôle et tu enregistres dans 5 jours. Tu reprends le rôle, tu remplaces Anaïs Delva. Exactement. Pour prêter ta voix au personnage d'Elsa. Tu rentres dans une véritable industrie. Il y a une grosse promotion pour le film. Tu as enchaîné les interviews, la promo. Ça a dû être terriblement intense, non ? Oui. Comment tu l'as vécu ? Je l'ai vécu comme un tunnel, parce qu'en plus, j'étais en parallèle, je bossais sur un spectacle en parallèle. Donc la journée, je jouais We Will Rock You le soir au Casino de Paris. Okay. Je faisais des interviews et des promos. Et en plus, moi, vu ma personnalité, vu mes vulnérabilités, tout ça, c'était un exercice vraiment challengeant. Mm-hmm. Parce qu'à chaque fois, j'avais les mains moites, je devenais rouge écarlate. C'était quelque chose que j'appréhendais énormément. Et en parallèle, je faisais la promo, on commençait à me parler des Disney concerts, donc j'allais devoir partir chanter ces chansons live avec un orchestre. Donc pareil, ça, j'avais toute cette excitation-là. Je réalisais pas du tout ce qui m'arrivait, mais alors vraiment pas. J'étais dans un mode quotidien de survie. C'était, OK, je dois tenir jusqu'à ce soir, minuit, et je dois répondre aux exigences de ce qu'on attend de moi. Là, j'ai répétition de telle heure à telle heure. Après, j'ai interview au téléphone avec tel truc. Et le soir, je dois assurer devant 800 personnes le rôle que j'ai décroché. Donc pareil, une exigence, un truc hyper intense. Ça m'a beaucoup puisée et épuisée. Et c'est ça qui a été paradoxal, c'est que c'est à ce moment-là qu'est arrivée la pandémie. Et en fait, le premier confinement, que tout le monde a vécu comme un drame et de façon complètement légitime, moi, c'est le moment où je me suis retrouvée pendant 10 jours dans mon lit et où j'ai eu le temps de processer tout ce qui s'était passé les 6 derniers mois. Et ça a été un tsunami émotionnel. J'ai énormément pleuré, mais même je pleurais, mais sans raison. Il y a eu, en fait, ça a été le moment d'ouverture où j'ai pu me laisser traverser par tout ce que j'avais vécu et contenu, parce que dans mon quotidien, j'avais cette exigence de répondre présente et d'être à la hauteur de tout ce qu'on attendait de moi, mais même sur des tout petits trucs de, là, pour telle promo, comment tu t'habilles ? Rien que choisir la couleur d'un t-shirt, ça devenait un truc hyper anxiogène pour moi, tellement il y avait de... Et c'est normal, en fait, c'est comme ça que ça marche, c'est juste que là, moi, j'avais... tout en même temps. Tout en même temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette conscientisation, enfin, tu es consciente de tous ces processus. La liste est trop longue. Des jeux vidéo, des séries, des films d'animation. C'est vraiment trop long. Tu disais que tu as 32-33 ans.
ton CV est déroutant. Semble-t-il que le milieu du doublage, enfin semble-t-il, non, le doublage est terriblement fermé. Comment ça se passe une audition de doublage? Tu fais des tests, on te donne On fait ce qu'on appelle des essais. Et c'est là où, en fait, je me suis aperçue que ce milieu n'est pas si fermé qu'on le dit, justement parce qu'il y a des formations. Moi, j'ai décroché le rôle d'Elsa, j'ai enregistré le film, et derrière, justement, avec ce sentiment d'illégitimité et de vouloir être à la hauteur, je me suis formée. Je me suis servie justement de cette période Covid où je ne pouvais plus être sur scène parce que tous les théâtres étaient fermés. Je me suis payée. J'ai explosé mes droits à AFDAS et je me suis payé vraiment des formations, des trainings. Enfin, c'était très, très intense. C'est important de l'entendre pour nos auditeurs. L'artiste investit de son temps, de son argent, de tout son corps pour obtenir du succès, une carrière. Il faut investir et se former, prendre de son temps et de son argent. Complètement. Pour moi, c'est un processus continu. C'est dès que j'ai une fenêtre pour... Je fonce parce que ça me nourrit, parce que je sais que ça va me servir à un moment donné. C'est très important. Et du coup, on passe ce qu'on appelle des essais. Donc, alors pour le film, pour La Reine des Neiges 2, c'était un cadre particulier parce qu'il fallait coller plus ou moins au timbre de la voix précédente qui a marqué toute une génération, enfin qui est une voix quand même sur le tube Libéré, délivré. Anaïs Delval, voilà. Des années, voilà. Quelle pression quand même d'être après elle. Effectivement, passer Tu la connaissais personnellement ? On s'était croisés, mais on se connaissait pas personnellement plus que ça. Enfin, en fait, c'est un petit milieu, donc on se connaît tous, mais sans se connaître. T'as pensé à la contacter pour avoir des conseils, quelque chose où t'as voulu garder ton identité? Alors, tout a été tellement rapide, parce que j'ai eu le coup de fil pour me dire que j'avais le rôle. J'enregistrais 4 jours après, et 8 jours... Enfin, on a enregistré de façon très... Je crois, oui, en 4 jours, tout était fini. Stéphanie Pilonka, la réalisatrice, dans un des podcasts, elle disait « Soyez prêts ». Oui. À n'importe quel moment, soyez prêts. Et c'est vrai. C'est tous les jours, même quand vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas en casting ou que vous n'avez pas un projet, préparez votre corps, préparez votre voix, parce que d'un jour à l'autre, on peut vous appeler. Et ne ratez pas le coche. C'est ça, il faut être toujours disponible et réactif. Ça, c'est aussi ce que m'a appris le doublage. C'est se mettre à disposition d'un comédien qui a déjà enregistré, donc se mettre à disposition, se fondre dans l'émotion de quelqu'un d'autre pour servir un personnage et une histoire. Et ça, c'est pareil, le doublage, en fait, il y a tellement peu de temps qu'il faut être réactif. T'as très peu de prises, donc il faut tout de suite, on voit une fois la scène en version originale, peu importe la langue, que ce soit de l'anglais, du japonais, on le voit une fois. Faut choper toutes les intentions, les ruptures, si c'est projeté, si c'est pas projeté, les subtilités du jeu, ce qui se passe dans l'œil du comédien. Et derrière, c'est tout de suite à nous. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les essais de doublage, c'est qu'il n'y a rien à préparer. Là où dans l'audiovisuel ou dans la comédie musicale, on a des textes et où parfois on peut se perdre justement dans des projections de « Ah mais peut-être que eux, ils l'imaginent comme ça le rôle, donc du coup peut-être qu'il faut plus que j'aille vers cette proposition-là », là où on se fait des nœuds au cerveau et des insomnies pas possibles. Le doublage, t'arrives, en 4 phrases, on te fait un pitch, on dit « Bah là, c'est le rôle de machine. Alors en fait, c'est un seau. » Oui, c'est un seau. Il est copain avec une pelle. Et puis là, ils partent à l'aventure pour trouver... Et on voit une fois la scène et c'est à nous. Et ce côté instinctif, moi, me plaît et je m'éclate dans le doublage, justement parce qu'il n'y a pas cette mentalisation qui, moi, pouvait un peu me porter défaut dans un milieu où je devais préparer des choses. Là, c'est tellement de l'instantané, je retrouve la petite fille en moi qui grimpe aux arbres, qui rigole, cette fraîcheur et cette spontanéité qui m'est précieuse. Et dans le doublage, c'est vraiment ça que je retrouve. Et qu'est-ce que tu dirais justement à la petite fille, Charlotte? Je dirais... tu pouvais même pas... Ouais, je dirais tu pouvais même pas imaginer ce qui t'attendait, mais en fait, c'est dur. C'est ce que j'ai toujours du mal avec cette histoire de mérite, mais c'est en fait, fais confiance, traverse tout ce que tu dois traverser, parce que ce qui t'attend au bout, c'est tellement toi, et c'est tellement... Oui, tu vas passer par des choses improbables et des choses très difficiles, mais au final, c'est que de la lumière et c'est que de l'alignement avec toi. Habituellement, je demande toujours qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, mais la suite, je la connais. Merci pour ce beau moment et ce grand succès. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.